Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Oui, on me donne ma chance, mais c'est à moi de la saisir aussi. Quand on se retrouve sur les exercices devant le but à la fin des entraînements, pareil, on n'a plus d'énergie parce qu'on a bossé tout l'entraînement et au final, il faut quand même sortir les frappes à Ibra et Cavani. Donc, il faut être là, il faut faire preuve d'un gros mental aussi et de hargne. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous le savez, depuis maintenant 3 saisons, mes invités se livrent en longueur avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pendant cette saison 4, on va continuer à se pencher sur la grande famille des gardiens, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez La Voix des Gardiens grâce à cet épisode, 3 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, on passe d'un Olympique à un autre. Après Marseille et Alexandre Salva pour le dernier entretien, cette fois, on se retrouve à Lyon, au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, avec un gardien de notre Ligue 1 qui va pouvoir nous raconter la saison lyonnaise, comment lui, il l'a vécu. Surtout qu'il était titulaire sur les premiers matchs de la saison, avant d'enchaîner les Coupes d'Europe et notamment l'Europa League. On enregistre cet épisode avant le match contre le Celta Vigo et il sera diffusé juste avant votre match contre le Havre. Bonjour Rémi Descamps. Bonjour. Alors tu as été formé à Paris dans le PSG de Zlatan en attaque et de Trapp et de Areola dans les buts. On va justement se replonger dans cette formation et cet apprentissage aux côtés des plus grands pour ensuite dérouler la suite de ta carrière en Belgique et à Nantes avant de se pencher sur Lyon, sur votre saison, sur la tienne en tant que doublure, mais aussi sur tes matchs, sur ce que tu as pu apporter à ce groupe, ce qui nous permettra aussi de rentrer dans les détails de ce poste particulier dans un groupe, sans oublier évidemment ta passion du golf. Mais avant sa première question, qu'est-ce qu'un bon gardien aujourd'hui en 2026 ? Pour moi, un bon gardien, c'est un gardien actif, déjà dans un premier temps, même à tout niveau. Voilà, un gardien qui n'a pas peur, qui a pas peur de faire les choses, qui n'a pas peur de se tromper, parce que c'est la pire chose. Voilà, quand un gardien doute, ça se voit, quand il est fébrile, ça se voit. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la première qualité à mettre. Voilà, après, il faut jouer avec ses qualités. Si jamais on est grand, petit, il faut savoir qui on est et jouer en fonction de ça aussi et être plutôt intelligent, quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le poste ? Comment t'es devenu gardien ? Je suis devenu gardien déjà tout petit. J'étais un peu joueur au début. Et après, il y a un entraînement qui est arrivé. Il n'y avait pas de gardien ce jour-là. On était dans une fosse à Lille, je me rappelle, sur un terrain en herbe. Un but immense. Pour moi, c'était un but de senior. Et on avait, on était nous débutants ou alors poussins à ce moment-là. Et j'ai fait une séance. Je pense qu'il y avait pas mal de finitions. J'ai pas pris de but, quoi. Donc j'étais hyper heureux. J'avais déjà la qualité de savoir plonger, pas avoir peur du ballon. Donc déjà à ce niveau-là. Et quand on est petit, ça fait tout de suite la différence. Donc ça m'a beaucoup plu parce que du coup, on peut être mis en lumière rapidement en faisant des bons arrêts, mais aussi tout le contraire en faisant des erreurs. Donc c'est aussi ça qui m'a plu, dans le sens où on est une pièce primordiale du jeu. Si on n'est pas là, il y a pas de match, quoi. Et après, comment ça s'est passé du coup cette formation ? Tu le disais, c'est à Lille, mais t'es resté un peu joueur des fois, ou alors t'as vraiment fait la bascule vers le poste de gardien et t'es devenu totalement gardien ? J'ai fait un peu les deux au début, genre débutant poussin, et après j'ai quand même vite, je pense que c'est en poussin deuxième année où je suis passé totalement dans les buts. Ça me convenait beaucoup aussi, donc j'étais très heureux à ce moment-là. Donc après j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai commencé à avoir des spé gardiens, donc voilà, j'ai pris encore plus mon pied pour la suite.
Et t'as tout de suite été très grand quand t'étais jeune ou alors c'est arrivé après J'ai grandi 7 cm par an, sauf les dernières années où j'ai grandi encore plus et les toutes dernières où j'ai grandi un petit peu moins. Mais non, j'ai pas eu de problème de croissance. J'ai été assez évolutif dans ce moment-là, donc j'étais toujours parmi les grands. Voilà. Quand on est petit, c'est les filles qui sont souvent en avance, mais j'étais souvent à leur taille, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc je savais déjà que j'allais être grand. Ouais, puis bon, après, on prend peut-être un peu plus aussi de plaisir. On se fait peut-être un peu moins lober quand on est Ouais, jeune, quand on est ouais. en poussin, quand on est plus grand ou même voilà, sur les grands buts, quand on passe sur grand but. Le fait d'être grand, on Ouais, est un peu moins la lobé. Il y a moins jonction, cette frustration, quoi. la jonction est moins difficile, ça c'est sûr. Après, ouais, c'est vrai que ben, on fait peur tout de suite aux attaquants en face de nous, donc on prend ce plaisir-là aussi, quoi. Et concernant ta formation, tu fais le centre de formation du LOSC, c'est ça? Euh, Euh, Préfaux, j'étais au collège là-bas en sport-études. ouais. Et en quatrième, je suis parti. Quatrième, je suis parti de là-bas. J'étais dans une académie de gardiens dans les Pyrénées où j'ai fait ma troisième. En fait, toute la semaine, il y avait des spé. Et le week-end, je jouais avec Tarbes. Donc ça, c'était en U15, ouais, 14 ans. Donc là, après, je suis parti à Clermont-Ferrand pendant 2 ans. Où j'ai joué des bonnes années. Voilà, j'ai retrouvé des bons copains parce que on a construit quelque chose. Voilà, dans ces années-là, 15, 16, 17 ans, c'est important de se développer aussi en tant qu'homme. Et là-bas, j'ai trouvé aussi un plaisir. Voilà, j'allais à l'école normale. Comme ça, c'était des journées intenses, mais c'était bon. Et justement, ce choix d'aller dans cette académie de gardiens dans les Pyrénées, pourquoi ce choix-là alors que tu aurais pu rester dans un club amateur et puis continuer ou même dans un bon club régional, mais Ouais, ouais. il y avait déjà ce côté vraiment au niveau du poste, j'ai envie de faire ça. En fait, j'étais très déterminé. Je savais déjà, même à l'école primaire, que je voulais C'était pas un rêve pour moi, c'était vraiment un but. Donc, forcément, je réfléchissais pour qu'est-ce qui est le mieux pour moi, comment je vais progresser au mieux. Voilà. À Lille, j'ai quand même fait beaucoup d'années, mes plus petites années jusqu'à 14 ans, 13 ans et demi. Mais la question s'est posée parce que à chaque vacances scolaires, je faisais des stages là-bas, dans l'académie. Et j'ai dû en faire, je sais pas, 3, 4, 5. Sauf que je savais que eux, à l'année, proposaient aussi ça. Et je savais que ce serait hyper bénéfique pour moi. Sachant qu'à Lille, j'étais pas trop, comment dire, en corrélation avec le coach gardien. Je trouvais qu'il y avait un réel décalage entre ce que je faisais en stage et ce que je faisais à l'entraînement, donc pendant l'année scolaire. Donc j'ai fait le choix de partir. Après, mes parents ont accepté aussi, parce qu'à cet Tu âge-là, traverses la France. on décide pas tout seul. Ouais, j'étais, je sais pas, 1100 km, je crois. Donc tu rentres qu'une fois dans l'année. Mais bon, ça s'est avéré payant et puis très content. Et alors ça, c'est une académie où tu étais la semaine, tu disais que tu as joué à Tarbes, après Clermont, là, on arrive dans un club professionnel. La formation, ta vraie formation, tu vas la faire au PSG. Mhm. Comment tu arrives au PSG? Tu te souviens un peu comment ça se passe le recrutement Euh, à cette époque-là? Eh ben, en partant de Clermont, il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés à ce moment-là. J'avais fait une très bonne saison, ça avait débouché sur une présélection en équipe def et tout ça, donc super positif pour moi. J'étais en pleine confiance, en plein épanouissement aussi à mon poste, donc j'étais content. Voilà, après je fais le choix d'aller à Paris. Ça me rapproche aussi de la famille qui est à 1 heure de train, donc forcément pour moi c'était un bon choix. Et sachant que voilà, Paris avait une grosse formation, il y avait quand même des super joueurs. Quand on sait tout le bassin parisien et le Ouais. monde qui a là-bas, voilà, on sait que le très haut niveau est à Paris. Donc moi, ce que je voulais, c'était avoir les meilleurs attaquants en face de moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Justement, en parlant de Paris, on va passer à la question mystère avec une personne que tu connais. Je pense que tu vas reconnaître la voix, donc je vais te laisser écouter sa question. Alors, c'est pas forcément une question cette fois, c'est plus une anecdote et une relation que vous aviez tous les deux. Donc, je vais te la laisser écouter, puis après, ça nous permettra de passer sur ce côté du PSG. Nous, on avait souvent l'habitude à la fin de chaque entraînement de faire un petit jeu, lui et moi. En fait, c'était un exercice où moi, je mettais 6 ou 4 ballons alignés à l'entrée de la surface de réparation. Et lui, il devait dire le nombre de buts qu'il prenait et malheureusement, il perdait à chaque fois. Donc, c'était devenu un défi pour lui à la fin parce que
lui, il me disait, ouais, le jour où je vais gagner, ça veut dire que je suis prêt à aller chez les pros et tu pourras me laisser y aller tranquillement. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, puisqu'à un moment donné, il a gagné. Donc, de là, je pense que ça lui a donné aussi de la confiance et c'est un objectif de se dire, bon, écoute, si j'arrive à battre mon entraîneur de gardien sur un jeu qui est pas facile, hein, parce que bon, là, je frappais pour marquer, on n'était pas là pour faire de l'entraînement. Il les a tous arrêtés, donc je pense que la question mystère, on peut partir sur ce côté-là. Ça fait plaisir d'entendre Alfred là. Donc, qui était ton entraîneur à la formation au PSG. Ouais, Alfredo Soyoro. C'est vrai qu'on en a passé des heures sur le terrain, que ce soit avec Alfred ou avec Jean-Luc après. Ils étaient deux. Donc, c'était des bons souvenirs. Forcément, on a beaucoup travaillé. Moi, j'adore travailler, j'adore en redemander. Et c'est vrai que ça fait partie aussi du duel aussi, d'avoir un frappeur en face avec un super pied comme celui d'Alfred. C'est vrai qu'on pouvait se faire plaisir, nous, dans les buts et lui devant. Donc, c'était satisfaisant. Et du coup, ce jeu, c'est vrai que c'est ce qui t'a permis de monter chez les pros. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'était un objectif que vous avez face au côté compétition. Il était là à l'entraînement avec sur le temps long, un objectif à tenir. Ouais, bien sûr, parce que c'était un exercice de fin de séance. Donc, étant donné qu'on travaillait énormément, on était cuit à chaque fin de séance. Et donc, il fallait aller chercher des ressources supplémentaires. Et donc, c'était un tout simple droite-gauche, quoi. 6 ballons alignés. Et puis, il faut envoyer, quoi. Il n'y a que le premier où c'est le plus facile et après il faut vraiment couvrir tout le but, donc ça montre aussi la fin, après la qualité technique, la vitesse de déplacement aussi. C'est, je pense, un exercice complet qui peut être éprouvant et donner le sentiment d'abandonner à un moment donné, mais c'est pour ça aussi qu'il faut forger son caractère pour y arriver. Bon, concernant le PSG, c'est comment quand on arrive au PSG, qu'on découvre ce club, qu'on n'a même pas 18 ans à peine, enfin que tu les avais pas. Non, je les avais pas. Comment quand on découvre le PSG, en plus c'était un PSG qui était déjà dans l'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui, avec ces nouveaux investisseurs, qu'est-ce que ça fait ? C'était un grand club, une grosse étape quand on passe de Clermont Foot qui a pas de centre de formation à l'époque au PSG, qui a le camp des loges et toute son histoire derrière. Toute l'histoire aussi à construire qui arrivait. C'était quelque chose de grand, mais je savais que c'était pas ma dernière étape. Je savais que c'était seulement une étape de mon parcours et j'étais toujours autant concentré, toujours investi dans le travail. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans le club de la capitale ? Ça donne un peu de pression, forcément. Après, on s'adapte aux mecs autour de nous, on se fait des copains et puis on joue notre jeu, on s'épanouit. Tu parlais d'étapes, il y a une année qui est charnière, c'est l'année 2016, où vous faites ce gros parcours en Youth League. C'était une compétition qui commençait à arriver au moment-là. Est-ce que tout de suite, vous l'aviez ciblé comme une compétition importante ? Vous allez en finale l'année-là, vous battez le Real en demi, alors vous perdez contre Chelsea en finale. Mais comment vous avez vécu cette expérience-là d'une compétition qui était en plus nouvelle ? Ouais, c'était une super compétition pour nous en tant que jeunes. Ça nous rajoutait quelque chose à la gambarde et au championnat classique. Donc ça faisait un step différent. Quand on joue contre des adultes qui sont en CFA, c'est quand même des adultes qui ont du ballon et qui savent jouer. Mais là, jouer contre des mecs qui ont nos âges et qui ont une manière différente de jouer, c'est totalement différent aussi. Ça fait un peu penser aux joueurs de l'équipe de France en jeune, quand ils jouent contre les sélections Espagne ou Italie. C'est un peu le même type de football. Ça joue très bien, mais c'est un football différent. Donc on s'adapte et on a fait une super année cette année-là. Je crois qu'en gambarde, on sort en demi aussi, si je me trompe pas. Donc on fait une grosse saison sur tous les tableaux. Moi, je crois que j'étais déjà chez les pros, ou alors j'étais en train de passer. Je suis arrivé en pro, je crois, en décembre. Donc j'ai dû faire cette petite jonction-là, 6 mois. Mais non, franchement, c'était un super parcours. Si on parle de Youth League, je me rappelle de quelques matchs qui étaient très intéressants. Donc fallait être là. Tu te souviens un peu du coup de ton arrivée en pro, c'est l'année 2015-2016, parce que la Youth League c'est fin d'année 2016, donc toi c'est sur cette saison-là que tu découvres le groupe pro. Ouais, je pense que c'est cette année-là. Donc avec Laurent Blanc du coup. Ouais. Blanc, ouais. Mon premier entraîneur en pro ça a été Laurent Blanc. J'arrive dans
dans l'équipe sur la pointe des pieds, parce que je remplace Mike qui part à Lille à ce moment-là. Voilà, il y avait quand même Maury, Joe et Mike qui étaient mes prédécesseurs. Il y avait Doucheuse dans les buts aussi qui arrivait, il y avait Sirigu et Trapp, donc je savais que j'arrivais dans un autre monde. Quand on parle de la formation et qu'on arrive chez les pros, c'est un autre monde. Tout de suite se mettre à la page, tout de suite travailler et montrer qu'on a le niveau pour être là, oui, on me donne ma chance, mais c'est à moi de la saisir aussi. Et voilà, quand on se retrouve sur les exercices devant le but à la fin des entraînements, et ben pareil, on n'a plus d'énergie parce qu'on a bossé tout l'entraînement, et au final il faut quand même sortir les frappes à Ibra et Cavani, donc il faut être là, il faut faire preuve d'un gros mental aussi et de hargne. Ibra, il frappe vraiment fort. Ouais. Oui, je me rappelle de certains face-à-face. Ouais. Une fois sur un face-à-face sur un petit jeu, je me rappelle avoir Ibra en face-à-face. Il a le temps de faire une feinte, et du coup moi ça me donne le temps de me rapprocher, et du coup j'arrive en faisant une croix, sauf que lui il réfléchit plus après, et il frappe, et la frappe en plein milieu. Je peux te dire que je l'ai senti passer, mais ça a montré que j'étais là. Lui il était aussi satisfait d'avoir quelqu'un qui avait pas peur en face de lui, et qui montre qu'il peut faire. Donc non, c'était avec les attaquants de l'époque, c'est une super relation. Et t'as des souvenirs un peu d'entraînement ou de moments ou de conseils aussi, même, alors on va parler des gardiens après, de votre groupe de gardiens, mais même entre avec Maxwell, avec des joueurs qui étaient plus expérimentés, t'as des souvenirs peut-être de conseils, de choses qui sont venues te dire et qui t'ont marqué à l'âge là aussi? Pas forcément des conseils qui ont pu m'être donnés, mais moi je suis très intellectuel en soi. Je passe beaucoup par la vision, donc c'est vrai que beaucoup de petits détails qu'ils pouvaient faire dans les entraînements, même en dehors des entraînements, ont pu me faire évoluer moi. Voilà, j'essayais de prendre le meilleur de chacun pour un peu de professionnalisme à droite et un peu de folie à gauche. Ça peut être que bon, mais c'est surtout là-dedans que j'ai pris conseil. Et votre groupe de gardiens, du coup, comment ça se passait? C'était pas mal, hein. Franchement, avec Nico Deon, ça bossait bien, parce qu'il y avait du répondant en face, que ce soit Trapp, Sirigu ou même Nico et moi derrière. On essayait de se tirer la bourre tous les quatre pour performer, même si on avait chacun nos objectifs différents. J'ai reçu Nicolas Deon dans ce podcast, et il parlait de ses séances d'entraînement avec Kevin Trapp qui était un gardien allemand, avec Sirigu qui était un gardien italien, et du coup lui il était obligé de modeler un peu. Toi tu étais formé à l'école française, oui. Avec des entraîneurs français, des centres de formation français et même cette académie. Comment du coup le mélange s'est produit avec chacun qui avait ses petites écoles, et il fallait prendre un peu de chacun, ou est-ce que tu restais aussi dans ton couloir en disant faut pas que je m'éparpille? Comment t'as pu juger ces entraînements-là avec ces gardiens-là? En fait, ce qui était positif pour moi, c'est que l'entraîneur avait une méthodologie française, donc je savais que ça passait par le travail, par pas mal de pliométrie, de la poussée, tout ça. Donc je savais où je mettais les pieds, je savais très bien ce qui était attendu. Mais après, je voyais aussi ce que fonctionnait avec Kevin, ce qui fonctionnait bien avec Salvatore. Donc j'essayais aussi de prendre ce qui était positif chez eux, dans leur technique à eux, pour parfaire mon jeu à moi. Donc ça m'a très bien servi d'avoir ces gardiens-là devant moi. Et du coup, à l'entraînement, ça se passait comment? T'as des anecdotes? Là, t'as peut-être un peu plus de conseils, vu qu'ils étaient plus expérimentés. Là, je sais pas, est-ce que t'as des conseils, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont dites En fait, j'ai pas forcément de mémoire là qui me revient à l'esprit, mais c'est vrai que quand je pense à Salvatore, par exemple, je sais que sa sortie de bras était son point fort, voilà, que ce soit dans les déviations ou quand il devait le garder le ballon. Et je me rappelle de pas mal de choses, de sa sortie de bras, vraiment de sa prise aussi d'élan au niveau de ses jambes. Voilà, c'est avec lui, dans les premiers que j'ai vu sur un ballon enroulé qui reculait pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour se déplacer, et que sur les frappes coup du pied par exemple,
au contraire gagner du terrain pour fermer l'angle. C'est un des premiers chez qui j'ai vu ça. Mais Kevin, par exemple, sur les croix qu'il faisait, voilà, l'école allemande c'est réputé pour ça. Il avait un timing parfait à ce niveau-là aussi. Donc c'est plein de petites choses que j'essayais de gérer, de regarder quand on était en séance d'entraînement. Nicolas, on a parlé un peu notamment de ce match-là, comment lui il avait vécu du banc, la remontada, tu t'en souviens? C'était quoi? T'étais sur le banc, t'étais en tribune parce que t'avais joué J'ai avec fait la Youth l'échauffement et j'étais en banc additionnel. Il y a même des matchs de Ligue des Champions où j'étais avec eux pour la séance du mardi, de veille de match par exemple, et je descendais avec la Youth League pour le match de l'après-midi, enfin, de l'après-midi quand les pros jouaient. Donc voilà. Sacré match, hein. Franchement, en tant que Parisien à ce moment-là, difficile à pas se souvenir, mais en tant que personne adorant le football, je pense que c'est le match le plus fabuleux que j'ai pu vivre sur le côté. Voilà, il y a eu aussi le match de Manchester l'année dernière avec Lyon, qui a été un match aussi incroyable en termes d'émotion. Mais là, j'étais encore plus dedans parce que j'étais sur le banc. Mais c'est vrai que c'est des matchs qui font partie de l'histoire. Donc on n'en vit pas énormément, même en tant que passionné, mais alors là encore plus de tout près. Donc oui, c'était un sacré moment, surtout que quand Cavani marque, on croit que c'est fini, que ça y est, on y est, quoi. Mais non, le football est fait autrement. Mais alors, est-ce que vous aussi, vous le sentiez que ça pouvait tourner dans l'atmosphère, ou alors c'était vraiment une grande surprise après ce... Autant à Barcelone, je te dis, quand on marque le but, on se dit ok, ça se passe mal au début, mais si on marque, c'est bon, quoi. Ouais. Si on marque, c'est bon, on est qualifié, on a de l'avance. Et au final, on marque ce but et on continue à subir, et on se dit mais non, mais c'est pas possible. Et puis au final, voilà, c'est arrivé. Mais c'est vrai que on n'y croyait pas jusqu'au dernier but, quoi. Alors qu'à Manchester, c'était différent quand même. Ouais. Concernant le PSG, lequel de tous les attaquants que tu as pu croiser t'a le plus impressionné? C'est difficile parce que il y a Ibra. Donc en termes de stature, déjà, c'est quelque chose. C'est un attaquant incroyable, numéro 9 de renom. Donc c'est déjà Ibra. Après, j'ai quand même côtoyé Neymar et Mbappé. C'est aussi, oui, c'est pour ça que c'est aussi des attaquants exceptionnels, mais c'est pas des numéros 9. Donc si on prend un 9 pur, ce sera Ibra. Après, en termes de qualité, il y a tellement de joueurs qui sont passés par ces années-là que c'est difficile d'en sortir. Après, chacun avait ses propres qualités. Quand on voit Thiago Motta dans son jeu, c'est exceptionnel. Quand on voit défensivement sur des placements, dans les couvertures, Marquinhos et Thiago Silva, c'est aussi incroyable. Donc franchement, il y a tellement de choses magnifiques. Et on prend un peu de plaisir quand même à l'entraînement? Ah oui, ouais. Ah oui. Quand on sort des ballons de ce niveau-là, déjà on sait que c'est très bien. On est épanoui parce que forcément on prend pas but sur but non plus. C'est pas comme dans les réseaux sociaux. Il y a pas que des buts tout le temps. Mais non, on prend énormément de plaisir. Surtout à cet âge-là, dans un groupe comme ça, on peut que prendre du plaisir. Et est-ce que... alors, dernière question sur le PSG. Je l'avais lu dans une interview au moment où tu étais parti, je crois que c'était au Titi du PSG. Est-ce que c'est difficile pour un gardien formé à Paris d'exploser à Paris? En tout cas, tu l'as dit, il y avait Moridio, il y avait Alphonse Areola, il y avait Mike Maignan qui ont fait des carrières. Toi aussi, du coup, ta première expérience, tu l'as eue ailleurs. Nicolas Déon aussi expliquait aussi sa vision des choses, de pourquoi c'est difficile. Mais comment toi tu le ressens en tant que joueur, de dire à un moment donné, moi je pense avoir le niveau, mais on nous appelle pas, quoi. Ouais, après en soi il faut avoir du recul aussi sur la situation. Voilà, je sais qu'à Paris je suis venu pour certaines choses, pour évoluer dans mon jeu, dans l'apprentissage du poste aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai côtoyé les plus grands noms du football aussi à ce moment-là, même si c'était à l'entraînement. J'aurais bien aimé jouer un match. Forcément, j'aurais bien aimé jouer une saison, forcément. Y a pas de problème, on est compétiteur, on a toujours envie de jouer, mais c'est vrai que faut savoir aussi se mettre à sa place et trouver sa place. Et je savais qu'à Paris, le step était beaucoup trop haut à ce moment-là, donc il fallait forcément partir en prêt.
Alors, c'est des prêts à Clermont et à Tours. La réflexion, elle est quoi? Elle est de jouer au moment-là? C'est juste ça? Ouais, un gardien, il a besoin de jouer, de se faire ses armes. Voilà, c'est comme dans tout métier, hein. Il faut pratiquer pour être bon. On peut pas être bon sur les premières années, ou alors c'est vraiment qu'on est un crack, quoi. Donc, mais dans les buts, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc il faut pratiquer, il faut jouer, et puis après, on se développe, quoi. Mais il y a quoi? Il y a un peu d'impatience aussi quand quand tu t'entraînes, mais que tu attends les prêts. Enfin, comment on le gère dans ces grands clubs-là, le fait de... En fait, on est impatient parce qu'on a envie de montrer à tous qu'on est capable de jouer, mais en même temps, on sait que la place qu'on a actuellement, tout le monde voudrait l'avoir, même si c'est un gardien de Ligue 2, il aimerait bien l'avoir. Donc il faut prendre chaque chose en son temps, on va dire, et avancer, pas être trop impatient non plus, même si ça nous ronge un peu de pas jouer, mais c'est sûr que après c'est quand même venu à, je sais pas, 21, 22 ans, donc ça va quand même. Donc il y a ces prêts à Clermont et à Tours en Ligue 2, et après il y a ce choix d'aller à Charleroi. Pareil, c'est dans la continuité d'avoir du temps de jeu et de... Ouais, parce que je suis à Clermont à ce moment-là, je sors d'une belle saison remplie. L'année d'avant, j'avais fait que 6 mois en pro, donc j'avais quand même fait beaucoup de matchs, mais c'était que 6 mois. Donc là, j'avais fait une belle année. Voilà, j'ai l'opportunité de Charleroi à ce moment-là. Je me dis que devant moi, il y a Nicolas Pinto, 38 ans. Moi, j'arrive de Clermont, une bonne saison, une présélection en équipe de France. Je me dis que voilà, il y aura une passation, et puis en plus c'est un gardien français, donc l'adaptation se fera rapidement. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je le souhaitais, mais bon, ça fait partie aussi du poste. C'était quoi? L'idée, c'était d'être aussi accompagné, d'avoir un gardien plus expérimenté au-dessus de toi, en tout cas pour avoir... pas un guide parce que c'est ta propre carrière, mais en tout cas quelqu'un qui avait déjà cette expérience-là et qui avait vécu ce... En soi, c'était plutôt... moi, je connaissais pas du tout Nicolas à l'époque. C'était plutôt le fait de voir que c'était un gardien qui arrivait sur la fin de carrière, que moi j'étais un jeune, que j'avais hyper faim de manger et de montrer que j'étais capable. Donc je me disais, bon, il arrive sur la fin de carrière, je vais arriver, je vais le manger, et puis ce sera mon tour, quoi. C'était pas forcément dans l'optique d'avoir un guide ou un mec qui va savoir m'épauler, étant donné que j'avais déjà fait quasi 2 saisons complètes en pro, mais c'était vraiment pour moi un tremplin à ce moment-là, quoi. Et quand tu dis que ça s'est pas passé comme prévu, c'est quoi? T'as pas eu le temps de jeu? 1 an et demi sans jouer. Ouais. Voilà, aucune blessure, rien, mais 1 an et demi sans jouer. Choix du coach. Voilà, donc après moi j'étais pas très heureux là-bas en Belgique. J'ai trouvé que le championnat était quand même étonnant. Je vais juste dire ça, mais voilà. Donc ça m'a pas convaincu. J'ai pas trouvé ça assez professionnel, en tout cas, dans moi, l'image que j'avais. Peut-être que je me suis précipité à ce moment-là. J'étais quand même jeune. De partir à Charleroi, peut-être que si j'avais attendu un peu plus tard dans le mercato, j'aurais eu des opportunités différentes. Mais non, en tout cas, je sors de là 1 an et demi sans jouer. Difficile parce que même la coupe, je la joue pas. Donc ouais, pas mal de choses, et au final je joue les 6 derniers mois, je crois, qui arrivent. Et après j'étais censé partir sur une place de titulaire, mais il y a eu des changements de programme, donc après je suis parti à Nantes. En début de saison, quand tu es passé en conférence de presse ici à Lyon, tu as dit que un gardien, il a tout le temps sa chance. Certains l'ont à 18, d'autres l'ont à 25. Toi, tu as dit en mois de septembre-octobre que tu l'avais eu à 29. Mais globalement, avec le recul, qu'est-ce que ça change du coup dans une construction de carrière, avec le recul maintenant, toi, de l'avoir eu un peu plus tard? Et en fait, entre guillemets, que tu aies dû galérer à avoir du temps de jeu et tout ça. Enfin, non, mais il y a des gardiens qui sortent très tôt mais qui disparaissent, et à 29 ans ils sont plus là. Toi, c'était l'inverse. Est-ce que c'est quoi mentalement, enfin même au niveau de la construction de carrière, comment tu l'analyses? Ça n'a pas été évident, même quand on grandit, on s'attend pas à grandir pour être deuxième gardien tout le temps. Voilà, c'est pas non plus mon souhait aujourd'hui. Je veux pas être deuxième gardien tout le temps, ça c'est sûr. J'ai besoin de jouer pour m'épanouir. Je sais que quand je suis sur le banc, c'est plus compliqué, mais j'ai aussi des armes, j'ai aussi du répondant. Je sais que mentalement, je suis costaud. Les années m'ont forgé, donc voilà, à 29 ans, je sais où je suis, je sais toujours que j'ai faim, je sais toujours que je veux jouer.
Après, voilà, et tout est question d'opportunité. Comme tu dis, des fois ça arrive plus tôt, des fois ça arrive plus tard, donc voilà. Quand tu es revenu à Nantes, revenir en France, est-ce que c'est un sentiment bizarre? Est-ce que tu étais content de revenir en France? Ou alors c'était une opportunité ou tu cherchais un retour en France? En fait, je voulais un retour en France parce que je voulais retomber dans quelque chose de professionnel, carré, et là où je savais où je mettais les pieds. Je savais qu'en France, c'était comme ça. L'étranger, à part la Belgique, je connais pas assez, mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller à Nantes. J'ai pas hésité, je savais que c'était un club historique et je savais à quoi m'attendre. Tu as fait 3 saisons à Nantes. Voilà, comment se passe ce retour en France, cette acclimatation, cette redécouverte de la Ligue 1? Voilà, comment ça se passe à Nantes? Ça se passe bien. Moi, content de remettre les pieds en France, remettre le pied à l'étrier aussi, parce que bon, c'est pas que j'ai arrêté de travailler du tout en Belgique. J'ai continué de travailler différemment, mais j'ai travaillé. Donc, je reviens en France. En terrain plutôt connu, voilà, les gens aussi savent d'où je viens, savent ce que j'ai fait avant aussi, donc c'est un peu plus facile. Mais cependant, j'arrive quand même en numéro 2 bis à Nantes, donc je savais que j'avais tout à montrer, tout à refaire, et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est Alban Lafont qui est là, et Denis Petric, ouais, Denis Petric en 2. Donc cette saison-là, tu joues la Coupe de France. Alors vous avez la chance de faire 2 finales. Alors vous avez la chance, je parle de Nantes, et toi malheureusement non. C'est un traumatisme d'en avoir joué aucune des deux? Ouais, clairement. Ouais, clairement. C'était très difficile. La deuxième moins dure que la première, mais la première était une grosse épreuve. Voilà. J'ai toujours de la rancune aujourd'hui, mais je sais que à un moment donné, ça va, cette rancune-là va nourrir quelque chose de grand. Mais est-ce que tu as une explication? Parce que je lisais un papier de ton entraîneur des gardiens, Willy Grondin, qui disait que si ça tenait qu'à lui, donc en tant qu'entraîneur, il l'aurait pas fait parce que 2 fois ça faisait beaucoup. Est-ce que toi tu as une explication de pourquoi ne pas les jouer ou pas? Bah déjà, la première fois que je sais que je vais jouer, on joue à Sochaux. Et, on joue peut-être début d'après-midi, il fait hyper fort et tout. Et les premiers tours de Coupe de France à Sochaux, donc c'est pas évident déjà. Pas un cadeau. Et en plus de ça, Petric se blesse à l'échauffement, à l'entraînement veille de match ou 2 jours avant. Donc on sait que Alban et moi on va partir sur ce match. Voilà. Après le coach me fait une réunion peut-être un jour avant, elle me dit oui, si j'emmène Alban, c'est lui qui va jouer, blablabla. Et au final, 1 heure avant le match, il m'annonce que c'est moi qui vais jouer. Donc je joue sans problème parce que voilà, j'attendais que ça. Surtout que voilà, les matchs de coupe en France, souvent c'est pour le deuxième. Donc j'attendais que ça, j'étais prêt. Et au final, on passe au penalty sur ce match-là. Donc déjà une bonne chose pour moi. Ça m'accueille encore plus dans le groupe parce que voilà, on prend la qualif là-dessus. Donc belle expérience. Après voilà, on fait tout le parcours en Coupe de France hyper intéressant où on sort quand même lancer Monaco je crois sur la première saison, donc intéressant. On fait des bons matchs, surtout qu'en championnat on n'était pas forcément les meilleurs. Et au final, il y a énormément de temps entre la demi-finale et la finale. Je me demande s'il n'y a pas genre 2 mois ou un truc comme ça, cette année-là. Et le coach prend la décision peut-être une semaine avant de faire jouer Alban. Donc j'ai pas forcément de réponse. Mais juste j'entends en conférence de presse une chose, j'entends par mon agent une autre chose. Moi j'entends dans le bureau un autre son de cloche aussi. Donc j'ai pas du tout aimé. Parce que en soi il y avait aucun honneur, voilà. Autant me dire les choses très clairement et me dire pourquoi je joue pas et dire la même chose à tout le monde. Mais c'est pas grave, ça va aller. Mais pour la saison d'après, du coup, tu t'y attends pas non plus? Mais en fait, la saison d'après, je fais tout le parcours en coupe. Pareil, on passe 2 fois au penalty sur 2 matchs. Un à Angers, je crois, et un Épinal. Alors, quel match. Mais on parlait de Sochaux, mais Épinal, c'est pareil. On savait même pas si on allait jouer. J'avais acheté des chaussures avec des tout petits crampons si c'était gelé. Bref, une catastrophe. Et bon, le folco de la coupe, quoi. Et la demi-finale contre Lyon, chez nous, je me blesse à 30 minutes de jeu. Je me fais un adducteur. Et la finale est 3 semaines après. Donc je donne tout, je reviens au bout de 2 semaines. Et voilà, le coach me dit oui, t'es pas prêt, blablabla.
Donc je suis sur le banc encore une nouvelle fois. Mais à la limite, la deuxième finale, entre guillemets, je peux la comprendre parce que je reviens de blessure. Ok, tu me sens pas prêt. C'est ton choix. Là, je comprends. Mais la première, ce sera toujours un point d'interrogation. Oui, en plus, elle est gagnée. La première contre Nice, elle est gagnée en plus. Donc, Après, j'ai pas fait autant de matchs que j'aurais voulu à Nantes, ça c'est sûr. J'avais commencé le début de la troisième saison, titulaire quasi. Donc on avait fait des belles perfs et tout ça. Après, il y a eu un changement de coach, et ça a pas tourné pour moi, mais c'était comme ça. Après, ce que j'ai fait à Nantes, j'en suis content, j'en suis même fier de ce que j'ai pu montrer. Après, l'aventure a pas continué et puis voilà. Et puis une relation entre gardiens qui était peut-être aussi un peu plus compliquée. Ouais, pas du tout de relation, à peine bonjour, donc c'était pas trop l'image que j'avais de la fraternité des gardiens et que j'avais connue jusqu'à présent, parce que même moi avec Pento par exemple, j'ai fait des efforts, même si j'étais pas content et que c'était lui le titulaire. J'étais quand même réglo et on discutait sans problème, parce que je savais que j'avais quand même de l'expérience à prendre auprès de lui, mais c'est vrai qu'avec Alban ça n'a pas du tout été le cas. Mais alors, du coup, dans cette fratrie des gardiens, on parle souvent qu'il y a un groupe dans le groupe. Là, quand le groupe, ce mini-groupe fonctionne pas, automatiquement, après, c'est même plus global au niveau de l'atmosphère. Ouais, après, vous savez, dans les vestiaires, on n'est pas forcément amis avec tout le monde non plus. Donc on fait la part des choses. C'est juste que quand on est dans le travail spécifique, c'est différent, quoi. Après, heureusement qu'il y avait Petric qui était là, parce qu'il arrondissait bien les angles avec tous. C'est vrai qu'il y a eu des sessions d'entraînement où il y avait pas beaucoup de mots qui se déployaient, donc non, c'était un peu long aussi, surtout quand on joue pas, dans une atmosphère comme celle-ci, donc voilà. On va passer maintenant à l'OL. Avant de passer ton club actuel, on va faire la petite rubrique qui s'appelle Sur le champ. Tu es entraîneur d'une équipe de Five, tu dois choisir 5 gardiens que tu as côtoyés pour jouer avec toi sur un match. Qui tu choisis ? Oh là. On va peut-être pas gagner, parce que on est tous gardiens. Après, il y a quand même des gardiens qui ont des super pieds. Je vais prendre Mike quand même, parce que Mike il a un pied exceptionnel, même Maury, je vais prendre Maury aussi. On va être tous grands, donc il va falloir bien défendre. Mais non, on va prendre Mike et Maury, parce que voilà, deux mecs avec qui j'étais formé quand même à ce moment-là. On a eu des belles années, on a bien rigolé, on a fait des jeux de la barre magnifiques, ça je peux te le dire. Après, qui est-ce que je pourrais prendre ? Je pourrais prendre Kevin Trapp, parce que c'est un bon joueur aussi. Il est très cartésien aussi, mais c'est un bosseur et il va travailler pour l'équipe, ça c'est sûr. Après, il faudrait Buffon, on va prendre Buffon, tu le dis, pour mettre un peu de folie dans tout ça et faire vivre le groupe. Ah ouais, de la folie. Ah ouais, dans le groupe. Ouais, c'est un bon vivant, il aime bien rigoler, et on travaille énormément avec lui. Il va super vite, c'est un super gardien, il y a pas de souci là-dessus, mais ouais, il aime bien rigoler, faire des petites blagues, et puis même il amène un peu son truc italien, tu vois, dans le groupe. Allez, un dernier. Là, je suis à combien ? 4 là ? T'es à 4 avec toi. Allez, un dernier. On va mettre Alfred Dosoyovo. Comme ça, il va nous mettre des frappes de loin. Concernant l'OL, alors on l'a vu il y a 5-6 jours dans la presse, on parlait d'une prolongation, c'est bon ? Ouais, c'est fait, c'est officiel. Donc, du coup, t'as prolongé quoi ? 2029 ? Ouais, 2029, ouais. Juin 2029. T'avais envie de t'inscrire, de prolonger, de t'inscrire, t'étais bien dans... Ouais, j'étais bien dans le projet. Après, c'est vrai que je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, parce que il y a une situation un peu compliquée à l'OL, que ce soit avec Anto Lopez et Lucas Perry. Donc c'est vrai que je suis arrivé un peu là pour un peu éteindre le feu, entre guillemets, entre les deux. Donc voilà, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, comme je te dis. Et là, ça me met... plus en avant dans le projet, ça me montre très clairement ce que le club veut avec moi aussi. Voilà, c'est un peu de reconnaissance que je prends avec plaisir. Puis il y a aussi, bon, t'as maintenant aussi, il y a aussi un côté plus expérimenté, tu fais partie des joueurs les plus expérimentés, il y a aussi un rôle de leader plus ou moins aussi. Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça fait partie aussi des
du jeu que je dois jouer maintenant, que ce soit conseiller les jeunes ou même faire preuve de leadership dans le vestiaire, montrer la bonne voie à l'équipe pour qu'on puisse grandir ensemble et faire de bonnes saisons. Ouais. J'ai toujours adoré parler sur le terrain. Dans un premier temps, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé guider mes coéquipiers parce que voilà, nous on a la vision du jeu sur la globalité. Après, c'est vrai que dans le vestiaire, j'ai plus appris avec les années. Voilà, j'ai quand j'étais jeune beaucoup observé comment fonctionnait un vestiaire, comment ça fonctionne, comment ça marche exactement, si quand on est bien, qu'est-ce qu'il faut faire, quand on est un peu moins bien, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a une part psychologique aussi et mentale. Il y a des joueurs qu'il faut booster en les encourageant et il y en a d'autres qu'il faut booster en les remobilisant, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'on apprend sur le tard en faisant quoi. Et non, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Après, c'est vrai que c'est un atout de plus dans ma manche quoi. Et d'où te vient ce côté joueur avec le ballon qui plaît au coach il l'a dit en conférence de presse. Toi, ça te vient d'où ce côté ballon-pied, joueur? Quand j'étais petit, j'étais pas forcément hyper habile avec le ballon. Et quand je suis parti à l'académie des gardiens, j'étais un des plus doués au pied, alors que à Lille, pas forcément, et j'avais même pas moi ce ressenti-là. Je savais que je pouvais poser un ballon un peu où je voulais, mais c'est vrai que j'ai pris confiance à ce moment-là. J'ai travaillé beaucoup, même sans crampons, vraiment pour vraiment trouver les bonnes sensations et après les développer. Et puis après à Paris, quand on joue dans les jeux tout le temps, que ce soit dans les taureaux avec les pros ou dans les petits jeux. Dans les petits jeux de construction, il faut être hyper concentré, savoir ce qui va se passer, savoir les déplacements que mes partenaires vont voir. Donc c'est tout des choses que j'ai appris à faire, à regarder pour gagner un temps d'avance sur le terrain. Et puis aujourd'hui, c'est un jeu qui me facilite parce que moi, c'est des choses que je sais faire, que j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai déjà apprises. Donc c'est maintenant continuer à développer quoi. Et tu prends un certain plaisir à jouer ou ça fait partie des consignes et on est obligé de s'y plier, ou alors tu as vraiment un côté plaisir J'adore ça. J'adore ça quand on fait appel à moi. Je sais que souvent, nous, on est seuls et on peut on va dire, sortir le ballon proprement. Voilà, ce qui à Nantes était totalement différent. Voilà, on n'avait pas ce jeu-là qui nous le demandait. Mais ici à Lyon, moi j'adore ça. C'est quelque chose que j'apprécie jouer. Dès l'échauffement, à l'entraînement, on fait du jeu au pied, on fait même 2 jours avant le match, on fait aussi pas mal de jeux au pied parce qu'on sait que c'est peut-être 80% des ballons qu'on va toucher dans le match. Donc c'est vrai que c'est important de prendre cette confiance-là, de trouver les bonnes sensations avec le ballon parce que les ballons changent aussi, des fois c'est Europa, des fois c'est la Coupe de France, donc les ballons sont différents. Après ça joue vraiment ça. Je me permets de te couper. Le fait que les ballons soient différents en Ligue 1, en Ligue Europa, ça joue vraiment. Ouais, c'est la différence, elle est énorme. Je sais pas comment avant ils faisaient les joueurs, mais la différence elle est énorme. À part Juninho, il y a que lui qui s'adaptait au ballon. Franchement, les autres ils s'adaptaient pas réellement et du coup voilà, on voit la différence aujourd'hui. Mais non, c'est tellement mieux que les ballons soient uniformisés. Oui, parce qu'avant, on est tous les deux 96, donc on a regardé la Ligue 1 en même temps. C'était des ballons qui dépendaient de l'équipementier de chaque club. Donc le ballon ici à Lyon, c'était Umbro, le ballon à Paris, c'était Nike, et ainsi de suite, quoi. Donc des ballons qui flottent, qui restent dans l'air différemment. La sensation avec les pieds, c'est totalement différent. Quand on voit la différence entre les ballons Nike et les ballons Kipsta aujourd'hui, ou même les ballons Ligue des Champions Adidas, ça n'a rien à voir. Et du coup, toi, Gardien, tu préfères lequel des ballons ? Il y en a un que tu préfères ? Le ballon Ligue 1 actuel, il est bien. Mais le ballon Ligue des Champions, c'est le meilleur. Concernant Lyon, alors là, quand on a calé cet épisode, vous étiez sur une série, sur une très très bonne série. Ouais. Là, depuis quelques matchs, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je remercie le club d'avoir maintenu cet épisode-là, parce que ça aurait pu, par rapport à la série de résultats, ça aurait pu être compliqué, comme ça peut être le cas avec des clubs parfois. Mais comment t'expliquer cette bonne série ? Est-ce que vous aviez le sentiment, vous, de faire quelque chose de bien ? Est-ce que vous l'avez senti venir ? Est-ce que vous avez été surpris de faire cette longue série ? Comment
On n'est pas surpris parce que on connaît la qualité de l'effectif. On sait que on a une équipe très forte au ballon. On sait ce qu'on doit faire aussi. Ça, c'est hyper important. Voilà, on travaille hyper bien. Et non, on n'est pas surpris. Ce qui nous a surpris, c'est plus quand on est arrivé à 12 matchs, de savoir que ça faisait 12, quoi. Parce que en soi, on a fait une très bonne première partie de saison, sans forcément faire des séries aussi comme ça, mais on sait ce qu'on veut dans le jeu, on sait ce qu'on veut défensivement. Voilà, ça s'est traduit par cette belle série, mais on avait des jambes aussi. Donc là, aujourd'hui, on a un peu moins de jambes, donc c'est un peu plus dur d'être disponible, quoi. Puis en plus, ça arrive après un intersaison qui a été un peu chahuté pour vous. Comment vous l'avez vécu Celui de cet hiver ou celui de cet été? Non, l'hiver, ça a été. Non, l'hiver, c'était... Non, Ouais. je parlais d'intersaison. Ok. Ou comment vous l'avez vécu. Parce que bon, c'est vrai que vous faites une bonne saison, un des meilleurs débuts de saison des dernières saisons de l'OL. Après un été où tout le monde pensait que ça allait être Ça allait compliqué dur, pour quoi. vous. Et Ouais. est-ce que ça vous a soudé au final? Bah au final oui, parce que en soi on savait pas forcément où est-ce qu'on allait tomber à la reprise. On savait même pas quand on allait reprendre en soi, parce que si on reprenait en Ligue 2, bah on reprenait 15 jours plus tôt. Donc c'était quand même pas stressant parce que en soi nous on appartient au club, donc on va se battre pour le club sans problème. C'est juste qu'on n'avait pas de visu sur ce qui allait se passer sur les prochains mois, quoi. Mais tout le monde a tenu bon, que ce soit le coach, la direction, voilà, ça s'est bien réorganisé. Donc ça nous a montré aussi la voie à suivre. Et puis voilà, au final, il n'y avait pas d'attente sur nous et on a fait de belles choses. J'espère que ça va continuer comme ça. Et toi, personnellement, ce début de saison a été très bon avec des matchs contre des grosses équipes. Alors, au moment-là, on ne savait pas encore que Lens allait se faire cette saison-là. Mais du coup, ouais, c'est cette victoire contre Marseille, cette victoire contre Lens. Ton début de saison, toi, il était très, très, très bon, quoi. Ouais, j'ai fait un bon début de saison. C'est la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est la première fois où je fais une préparation complète avec l'équipe avec laquelle je vais jouer. À chaque fois, j'ai été en prêt tard ou pas de préparation du tout, ou même quand j'étais numéro 2, ben tu joues pas forcément beaucoup. Là, comme il y avait pas encore Dominique, j'étais titulaire, donc j'ai pu faire tous les matchs que j'avais besoin. Je me trouvais bien, on se trouvait bien avec les copains, donc franchement c'était hyper intéressant. Et puis on est arrivé sur les premiers matchs de Ligue 1 où on savait ce qu'on devait faire, on était confiant parce qu'on avait fait des bons matchs amicaux aussi. Donc voilà, ça s'est bien déroulé. Et est-ce que la prépa, à partir du moment où tu sais que potentiellement tu vas faire au moins les premiers matchs de la saison parce que Lucas Perry est parti et il n'y a pas encore de numéro 2. Est-ce que toi ça te change quelque chose un peu? Parce que je me souviens, Yvan Diouf qui était à ce micro-là disait que l'année où il était à Reims, où il savait qu'il allait être numéro 1, il abordait pas les matchs de préparation de la même chose parce qu'il savait qu'il allait être numéro 1 et du coup il y avait moins cette pression de je dois bien faire pour prouver. Ouais. Est-ce que toi du coup c'est là le savoir que tu allais potentiellement faire les premiers matchs de la saison fin août jusqu'à la trêve de mi-septembre. Est-ce que ça a changé aussi quelque chose dans la façon d'aborder les matchs? Pas forcément, parce que moi aussi j'avais approuvé. Je venais d'arriver au club la saison juste avant et j'avais fait que 3 matchs sans forcément beaucoup de préparation, donc c'était compliqué. Là, je savais que je repartais sur des bases solides. C'était pas forcément prouvé au club, mais même me prouver à moi-même que j'étais capable d'assumer cette responsabilité-là. Voilà, donc c'était... Tous les matchs que je les joue avec envie parce que je sais que si jamais il y a un petit peu moins de quelque chose, ça va moins bien se faire. Donc quoi qu'il arrive, je mets toujours les mêmes ingrédients. Après, même dans les rouages du jeu, voilà, on s'est développé au fur et à mesure des matchs, donc et ensemble. Et c'est ça qui était beau et important. Avant de passer à ta passion pour le golf en 2-3 questions, on va retracer le podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes de ta carrière. Si tu devais en mettre une à la 3e place. Déjà, on va noter que ma carrière n'est pas finie du tout, qu'il me reste plein de choses intéressantes à faire. J'ai que 29 ans, donc j'ai encore une dizaine d'années devant moi, j'espère. Mais si je dois faire un point actuel, on va mettre la Youth League en 3, parce que ça marque bien mes années parisiennes.
même ce qu'on a construit avec le groupe qu'on avait, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont sortis aussi à ce moment-là. Donc en 3, la Youth League. On va quand même mettre la Coupe de France en 2 avec Nantes, parce que c'était des très bons matchs, des très bons souvenirs. Et même le stade et le peuple nantais était exceptionnel aussi à ce moment-là. Et en 1, franchement, je sais pas trop quoi mettre, je t'avoue. À l'avenir. Ouais, parce que j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir vraiment montrer que je suis capable de faire de grandes choses. Donc, ouais, l'avenir. Eh ben, on laisse cette place de numéro 1 vide pour l'instant, et puis tu la rempliras dans les années à venir. 29 ans, on est encore jeune. Dernière question sur le golf. Alors pour tout te dire, c'est vrai qu'il y avait cet inside fait par les services de la communication de l'OL, où j'ai vu que tu écoutais ce podcast, et c'est là où on est venu à discuter. Qu'est-ce que ça t'apporte, le golf? Ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà, je suis quelqu'un de simple, hyper simple, un peu casanier aussi, donc franchement, me sortir un peu de la maison, être dans la nature, dans un espace où je me sens bien, c'est important. Ensuite, il y a la compétition, parce que ça reste un sport, c'est hyper technique. J'ai appris à jouer il y a peut-être 3 ans maintenant, donc c'est assez récent, mais ça m'a aussi permis de me recentrer, prendre du recul sur la situation aussi, sur le foot. Voilà, je sais que ça me permet aussi d'être tranquille, seul, pour réfléchir, et de pouvoir poser mes arguments si jamais voilà, j'ai des échéances qui arrivent. Après, c'est un sport franchement incroyable, parce qu'il y a un jour où on va être très bon et le lendemain moins bon, donc ça nous permet aussi de poser les choses, d'avancer, de pouvoir progresser aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire. J'aime beaucoup la mentalité aussi de ce sport, et de ce que ça peut engendrer. Donc, ouais, j'aime bien me retrouver là-bas. Et est-ce qu'il y a des choses qui te sont utiles pour le foot? Oui, en termes de calme, même pour... en fait, c'est un sport où la balle, elle bouge pas. Donc, on va dire le point de départ, il est toujours le même. Il y a une question de routine. Ça me sert aussi d'un point de vue mental, parce que même dans le football, il y a énormément de questions mentales. Au moins plus de la moitié, quoi. Donc forcément, ça me sert à créer des routines, à me recentrer, à me poser si jamais je suis dans un moment plus stressant. Voilà, parce que quand on est dans un stade devant, je sais pas, 50 000 personnes, c'est pas du tout la même chose, mais devant sa balle, on a aussi du stress. Il y a juste 4 personnes qui regardent, donc on peut envoyer sa balle n'importe où. Donc non, c'est question de bien respirer, de se faire confiance aussi. Des fois, il faut avoir du recul, faut pas se laisser emporter par ses émotions, parce que après, on sait que, je sais pas, quand on est énervé par exemple, on est moins bon ou autre. Donc faut toujours rester froid et rester prêt à toute éventualité. Donc non, c'est quelque chose qui me sert, que ce soit pour le foot ou dans la vie de tous les jours. Je sais que je vais garder ça en tout cas. Eh ben merci beaucoup, Merci Rémi. à toi. On va passer au face-à-face pour finir cet épisode. Une question, une réponse. Allez. Ton plus bel arrêt? Ça reste en finale de Youth League. Et en plus, il était sorti, donc non, magnifiquement posé. J'étais content. Le plus bel arrêt que t'as en tête? Aïe. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. J'aime bien quand même celui de finale de Coupe du Monde sur Randall, celui de Martinez. C'est un difficile moment pour la France et les Français, ça c'est sûr, mais quel arrêt en fait, parce que Randall joue bien le coup, mais le gardien joue aussi très bien le coup, il donne tout, on voit que c'est deux camps opposés, la hargne en face a gagné, mais après je cautionne pas du tout ce qu'il a fait après, hein, mais l'arrêt en soi... Ouais, l'arrêt en lui-même, le fait de faire cette croix à ce moment-là, mais de pas la montrer, de la faire juste au dernier moment, parce que c'est vrai que quand Randall baisse la tête, Martinez est encore debout, quoi. Donc, ouais, exactement. Donc ça reste... et puis même, c'est hyper important pour l'histoire du football, parce que il fait gagner son équipe à la Coupe du Monde, donc ça reste un arrêt exceptionnel, quoi qu'on puisse en dire. Ce qui te fascine le plus chez les gardiens? Le fait d'aimer ça. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Un gardien qui fait trop de spectacles.
La gastronomie belge ou lyonnaise? Lyonnaise. Ton geste préféré? Une belle volée tendue, bien tendue, ouais. De côté là. Ouais, vas-y. La saison prochaine, jouer la Ligue des Champions via la Ligue 1 ou via l'Europa League? Via l'Europa League. Ça voudrait dire un trophée, c'est ça? Bien sûr. L'exercice que tu détestes? Quand on me jette le ballon à la main. L'adversaire le plus coriace ou coéquipier? Ouais, coéquipier, Ici, à c'est plus Lyon, facile. Non, des attaquants. On va mettre Alexandre Lacazette. Clean sheet ou trou en un? Clean sheet. 3-1, c'est jamais arrivé. Ton modèle? Eden van der Sar. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça veut pas dire que ça a été le meilleur entraîneur. Mais Gastien à Clermont, c'était intéressant. Le nombre de fois où on t'appelle Deschamps au lieu de Descamps? Beaucoup trop souvent. Et le conseil que tu donnerais au Rémi Descamps, né à Marc-en-Barœul? Toujours y croire, jamais abandonner, continuer de rêver, toujours avancer, quoi. Eh ben merci beaucoup pour cet épisode, pour cette heure d'entretien. Merci à la communication de l'Olympique Lyonnais, à Pierre, à Gabriel. Et puis merci d'avoir accordé ce temps, Rémi. Merci à toi. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. L'exploration du poste de gardien continue. Plus de 35 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière. En Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde ou au JO, dans différents sports, dans les années 80, 90, 2000 et tous ceux encore en activité. Alors n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. D'ailleurs, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute pour ne rien louper de cette nouvelle saison du podcast. Mais aussi partagez-le, commentez-le, notez-le, c'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.